Bienvenue à tous, bienvenue au webinaire de Vano Gestion Privée. Donc un webinaire aujourd'hui qu'on a voulu sur la déclaration fiscale. Et sans grande surprise, c'est l'un des webinaires qui fonctionne le mieux comme chaque année. J'imagine que vous allez être beaucoup à vouloir enfin, avoir des informations assez pertinentes, soit sur vos déclarations, soit sur les investissements qui en découlent pour l'optimisation. Donc aujourd'hui, alors je vais déjà vous présenter le PowerPoint. Vincent et Daniel, vous me direz si le partage fonctionne bien. C'est bon pour vous, Vincent? C'est OK. Super. Alors, pour commencer donc ce webinaire, déjà bienvenue aux nouveaux. Je vois qu'il y a encore de nouveaux arrivants. Je vais vous présenter le groupe Pelège. Donc, le groupe Pelège, c'est le groupe dans lequel on travaille. Donc, il y a une trentaine de sociétés qui sont toutes plus ou moins liées à l'immobilier. Donc, l'idée, c'est vraiment qu'on ait des synergies entre toutes ces entités, tous ces différents pôles pour justement créer des synergies, aller dans le bon sens ensemble. Comme vous le voyez, on a une société d'expertise immobilière. On a la société Vano que vous connaissez tous probablement. Plus sur de l'immobilier assez haut de gamme. On a également Proxity Urban Value. Donc c'est un fonds immobilier. On a également un service de courtage. Et on a également Vano Gestion Privée, société dans laquelle nous, on travaille directement. Donc, pour ce webinaire, cette conférence, aujourd'hui, comme je vous le disais, on va parler donc de la déclaration fiscale. Donc, le thème principal, ce sera vraiment comment alléger vos impôts. Donc, vous verrez à travers déjà le petit sommaire que je vais vous faire, comment va être construit cette présentation. Alors, aujourd'hui, on aura la chance donc d'avoir Vincent Coumans, avec lequel je travaille directement, qui est conseiller financier comme moi chez Vano Gestion Privée. Et on aura également Daniel Agostino, qui lui est directeur donc chez Vano Neuf. Il vous expliquera ça mieux que moi tout à l'heure. Donc, pour vous présenter, pour que vous compreniez bien Vano Gestion Privée, je vais être très succinct pour qu'on avance sur le sujet qui vous intéresse, à savoir la fiscalité, mais je vous en touche quand même deux mots. Vano Gestion Privée, c'est un cabinet donc qui a une trentaine d'années d'existence. On a plus de 1000 clients, donc plus de 1200 d'ailleurs, pour un encours environ, enfin, en moyenne, on a 150 millions. Donc, on a une large gamme de produits disponibles, comme vous pouvez le lire. Donc, quand on parle d'une large gamme, on peut à la fois vous proposer donc des produits financiers sur tous les contrats existants, donc contrat de capitalisation, contrat luxembourgeois, contrat d'assurance vie. Et au sein de ces différents contrats, vous proposez des allocations qui sont cohérentes avec vos situations patrimoniales respectives. Donc, aujourd'hui, donc nous, on est un cabinet indépendant pour que vous compreniez bien la différence par rapport à une banque privée. Donc, il y aura deux différences majeures. La première, ça va être les frais. On va être beaucoup plus compétitif. La seconde, c'est tout simplement la disponibilité et la multiplicité des offres qui composent les contrats que nous, on préconise. On va vraiment pouvoir tout vous proposer dans le domaine financier. Donc, là où une banque sera limitée souvent au partenariat qu'elle aura établi ou alors aux produits maison qu'elle vous préconisera. Comme c'est indiqué, on peut vous proposer bien sûr un conseil qui va vraiment être indépendant, qui sera issu en amont d'un bilan patrimonial. Et on travaille également avec une clientèle qui est complètement internationale, donc avec des résidents fiscaux dans toute l'Europe notamment. Alors, pour le sommaire, aujourd'hui, on va commencer avec une première partie sur 10 moyens de réduire vos impôts. Donc, on commencera par une réduction, enfin, par évoquer les réductions et les crédits d'impôt. Ensuite, on parlera des déductions fiscales. Et ensuite, on abordera l'optimisation fiscale. Donc, dans une seconde partie, on fera un focus sur deux solutions financières, donc à savoir le PER, donc le plan épargne retraite, et ensuite on évoquera les groupements forestiers d'investissement, plus communément appelés les GFI. Et ensuite, dans une dernière partie, on fera un focus donc sur trois solutions immobilières. Et là, Daniel évoquera donc le Pinel Plus, que vous connaissez peut-être, le déficit foncier, et enfin, on parlera de la nue propriété. Donc, on fera
conclusion assez succincte avant d'aborder les questions. D'ailleurs, en parlant de questions, vous avez quelque part sur votre ordinateur, donc ça peut s'afficher soit tout en bas, soit sur un des côtés, un onglet, pardon, qui s'appelle QR. Donc, vous posez toutes vos questions. N'hésitez surtout pas, c'est confidentiel. Si jamais vous ne souhaitez pas qu'on divulgue des informations, précisez-le dans vos questions, parce qu'il y a uniquement nous qui pourrons les voir. Donc, n'hésitez absolument pas à nous donner du détail. Dans tous les cas, je vais vous redonner une adresse mail et un numéro de téléphone sur lesquels nous contacter si vous avez des questions précises. Donc, l'adresse mail, ça va être service-du-6 client, tout au singulier, arrobase vanogp, donc VANEAUGP comme gestion privée.fr. Et le numéro de téléphone 01 45 03 80 95. Donc, je vais laisser maintenant la parole à Vincent qui va commencer par les 10 moyens de réduire votre imposition. Merci Antoine. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Vincent Coumans, conseiller en gestion de patrimoine depuis 10 ans. L'objectif pour moi aujourd'hui va être de vous apporter de la pédagogie concernant les moyens pour réduire vos impôts. Donc je vais commencer par repréciser ce qu'on entend par réduction d'impôt, déduction fiscale ou crédit d'impôt. Donc une réduction d'impôt va directement s'imputer sur le montant d'impôt final dont vous êtes redevable. Donc typiquement, je paye 10 000 € d'impôt, j'ai 2 500 € de réduction d'impôt, donc on n'en paye plus que 7 500. Un crédit d'impôt, ça a exactement le même mécanisme qu'une réduction d'impôt. La différence, c'est qu'une personne qui est non imposable, cette personne-là va quand même recevoir le montant d'impôt en remboursement. Enfin, une déduction d'impôt ne va pas s'imputer sur le montant d'impôt final, mais va venir déduire le revenu net imposable. Donc, ce qui va créer in fine une réduction d'impôt, mais donc ça s'impute sur le revenu imposable. Donc, c'est important pour moi de le préciser. Dernière différence, c'est que les réductions et les crédits d'impôt sont soumis à un plafond, c'est-à-dire de 10 000 € par an, alors que la déduction d'impôt n'est pas soumise à ce plafond de montant de réduction d'impôt. Donc, je vais passer en revue 10 moyens de réduire vos impôts. Je vais commencer par les réductions et les crédits d'impôt. Tout d'abord, les dons à une association caritative, par exemple, qui permet de bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à 75% du montant investi jusqu'à 1 000 € de dons et de 66% au-delà. Donc, il y a quand même une limite de 20% du revenu imposable. Donc, typiquement, je fais des dons à hauteur de 1 000 €, je vais avoir 750 € de réduction d'impôt. Frais de scolarité des enfants, vous pouvez indiquer au sein de votre déclaration d'impôt, au sein de la case 7EA et les cases correspondantes, le nombre d'enfants que vous avez qui sont soit au collège, soit au lycée, soit aux études supérieures. Donc pour un enfant au collège, ça vous permet de bénéficier de 61 € de réduction d'impôt par enfant. Pour un enfant au lycée, 113 € de réduction d'impôt et aux études supérieures, pour un enfant rattaché, de 183 €. Donc, c'est le nombre d'enfants au sein des cases n'est pas affiché automatiquement. Donc, il faut que vous l'indiquiez manuellement. Ensuite, en termes d'investissement, l'État français a mis en place un mécanisme qui permet de favoriser l'investissement au sein des PME françaises, des petites et moyennes entreprises. Donc, typiquement, pour un investissement au sein de ces petites et moyennes entreprises, vous avez bénéficié d'un montant de réduction d'impôt de 18% du montant investi. Donc, 10 000 € vous permet de réduire votre imposition de 1 800 €. Donc, il y a une limite d'investissement de 50 000 € pour une personne seule. Ensuite, vous bénéficiez également, l'État permet de faire bénéficier également d'un avantage supplémentaire pour les investissements dans les collectivités d'outre-mer. Donc là, vous pouvez bénéficier d'une réduction d'impôt comprise entre 110 et 120% du montant investi. Sachant, c'est une précision importante, je vous ai parlé du plafond de réduction d'impôt des 10 000 €. Pour les investissements en outre-mer, ce plafond est porté à 18 000 €. Donc, ça vous permet d'avoir une marge de manœuvre supplémentaire. Ensuite, dernier point que je voulais évoquer, ce sont les groupements forestiers d'investissement. Je vais
vous précisez cette solution un petit peu plus tard lors de ce webinaire, mais ça vous permet d'avoir une réduction également d'impôt d'un montant de 18% du montant investi. Ensuite, en ce qui concerne le slide suivant, s'il te plaît. Ouais, attends, ça ne fonctionne. Si c'est bon. Voilà. Donc, après les réductions et les crédits d'impôt, il y a les déductions fiscales. Donc là, on est hors plafond des 10 000 euros. Donc, typiquement, une pension versée à un enfant majeur non rattaché, vous pouvez déduire jusqu'à maximum 6 674 € par enfant. Vous pouvez également bénéficier d'un déficit foncier, donc une déduction des revenus globaux jusqu'à 10 700 € de déficit foncier. Donc Daniel va en parler plus en détail plus tard. Ensuite, vous avez aussi des solutions financières telles que les plans épargne retraite, soit individuels via le PER, soit collectifs via le PERCO. Le PER, je vais vous en parler très en détail par la suite. Donc, vous avez une déduction des revenus globaux d'un montant de 10% du revenu net imposable. Et sur le PERCO, lorsque l'entreprise effectue des abondements, le montant des abondements va également être exonéré. Donc là, il y a une case spéciale au sein de la déclaration où vous devez déclarer ce montant-là. Donc, je voulais terminer cette partie des 10 moyens de réduire vos impôts par une optimisation fiscale. Donc là, il ne s'agit pas véritablement de réduire ses impôts, mais de deux astuces pour ne pas en payer plus finalement. Donc, typiquement pour un investissement immobilier, lorsque vous le louez en meublé, donc et que vous avez le statut de loueur meublé non professionnel, vous allez bénéficier d'amortissements à la fois sur le mobilier et l'immobilier. Et donc, vous allez optimiser votre fiscalité sur les revenus fonciers. Donc, ça va être différent d'une location en nu, par exemple. Enfin, en termes d'immobilier collectif, si vous souhaitez plus de confort de gestion, vous allez investir soit sur une SCPI française, donc une société civile de placement en immobilier, soit sur une SCPI européenne. Donc typiquement, un investissement au sein d'une SCPI européenne va vous permettre de bénéficier d'une fiscalité plus avantageuse, car l'impôt, d'une part, est prélevé à l'étranger et qu'il y a une exonération des prélèvements sociaux. Donc, ce sont deux astuces supplémentaires pour optimiser fiscalement vos différents investissements. Merci beaucoup, Vincent. Alors, juste avant que tu amorces la seconde partie, alors j'en profite pour vous dire que vous pouvez poser toutes vos questions. Il y en a, en fait, il y a de nouveaux connectés, donc je me permets de me répéter. Donc, sur l'onglet QR, soit sur le côté, soit en bas de votre écran, posez n'importe quelle question. Elles sont anonymes, donc n'hésitez pas. Je te laisse, Vincent, continuer sur le plan épargne retraite. Très bien, merci Antoine. Je voulais, on entend énormément parler du plan épargne retraite, donc dont l'acronyme c'est le PER. Je voulais vous l'expliquer un peu plus en détail aujourd'hui pour que vous compreniez très, très bien à la fin de ce webinaire quel est le mécanisme de ce plan épargne retraite. Tout d'abord, il y a un plafond à respecter. Ce plafond va dépendre de votre situation professionnelle. Si vous êtes salarié, vous allez bénéficier d'un plafond qui correspond à 10% du revenu net imposable en N-1. Vous l'avez ce plafond donc est indiqué au sein de la dernière page de votre avis d'imposition. Donc, c'est illustré au sein de cette slide. Donc, vous avez le plafond total pour les cotisations versées en 2021. Donc là, dans l'exemple qui est de 19 900, enfin 694 € pour le premier déclarant. Comment ça se passe? Vous allez avoir ce plafond et les plafonds sont reportables sur les 3 années précédentes. Donc, on va utiliser le plafond de l'année N, puis le plafond de l'année N-3, puis N-2, puis N-1. Ensuite, les personnes qui ne sont pas salariées, étant donné qu'ils vont avoir une retraite inférieure aux personnes qui sont salariées, vont bénéficier d'un plafond supplémentaire. Ce plafond va être équivalent à 15% du revenu du bénéfice imposable, compris entre 1 et 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Donc le plafond annuel de la sécurité sociale, il est de 46 368 € et donc on bénéficie d'un plafond supplémentaire. Donc c'est important de bien comprendre le mécanisme des plafonds. Une fois qu'on a compris ce mécanisme-là,
on va décider d'investir une partie des plafonds ou de la totalité au sein du plan épargne retraite. Donc là, comment ça va se passer? J'ai pris un exemple pour que ce soit un peu plus compréhensible. Donc ici, on parle d'une personne qui a un revenu net imposable de 103 000 euros et décide de verser 10 000 euros. Si elle ne verse pas sur un plan épargne retraite, cette personne a un taux d'imposition de 28,8% et donc va avoir une imposition sur le revenu, donc un impôt sur le revenu de 23 146 euros. Donc au final, sans versement sur le PER, son revenu disponible va être équivalent à 80 354 euros. Si cette personne décide de verser 10 000 euros sur son PER, alors le versement je précise, qui est effectué sur le PER cette année va être à déclarer dans la déclaration fiscale de l'année prochaine, et puisque ça impacte les revenus de cette année-ci. Donc, si on verse sur le PER 10 000 euros, son taux d'imposition va passer de 28,8% à 22,6%. Et son imposition va passer de 23 146 à 19 046. Et donc, son revenu disponible va être supérieur puisqu'il va être de 84 454 euros. En fait, ce qu'il faut retenir, puisqu'ici on parle bien d'une déduction fiscale, c'est que ces 10 000 euros vont venir réduire son revenu net imposable. Et comme il a une tranche marginale d'imposition de 41%, le calcul est assez facile à faire. Il va bénéficier d'une réduction d'impôt in fine de 41% fois le montant qu'il a investi. Donc une réduction d'impôt de 4 100 euros. Donc c'est cet impact qui va être assez important et va permettre d'avoir un effet de levier important sur le long terme. Donc évidemment, des PER, il y en a énormément. Vous pouvez en avoir en banque, vous pouvez en avoir au sein de votre société, donc des plans épargne retraite collectifs. Vous pouvez en avoir en banque privée, etc. Ce qui va être important sur le PER, c'est l'offre financière. Pourquoi? Parce que on connaît plutôt précisément la date à laquelle va s'arrêter ce PER, puisque le PER va être débloquable hors conditions exceptionnelles, va n'être débloquable qu'à partir de l'âge légal de départ à la retraite. Donc, on connaît votre horizon de placement. Donc sur le contrat Imalia que nous conseillons, vous avez évidemment du fonds euro avec des offres bonus. Donc ça, on parle de capital garanti qui vous permet de bénéficier actuellement de plus de 4% net par an. Mais on va également avoir des organismes de placement collectif. Donc ce sont des fonds d'investissement soit en actions, soit en obligations, soit en monétaire. On va également pouvoir vous conseiller sur des supports immobiliers type SCI, OPCI, SCPI. On peut vous conseiller sur des fonds à horizon, des fonds qui sont gérés exactement en fonction de la date de départ à votre retraite, donc avec une diminution euh, petit à petit du risque pris jusqu'à l'âge de votre retraite. On peut également vous conseiller sur des ETF en actions si vous le souhaitez, donc des fonds indiciels donc qui suivent les indices, sur des produits structurés si jamais vous voulez une certaine protection, investir sur le marché des actions mais en ayant une certaine protection. Et enfin, on peut également, et nous on le conseille vivement, d'investir également sur du non coté via du private equity, puisque la durée de placement du PER correspond bien à l'horizon de placement du private equity. Donc, on a différentes classes d'actifs et donc, quand vous avez un PER, regardez quelle est l'offre financière du PER et vous pourrez déterminer s'il s'agit d'un bon PER et si ce PER va pouvoir répondre à l'ensemble de vos objectifs. Dernière chose, évidemment, l'ensemble des opérations sont dématérialisées. Vous pouvez consulter ce contrat Imalia en ligne à tout moment. Il y a un accès et pour toute opération, un arbitrage, c'est-à-dire un changement de support par exemple ou autre, vous avez la possibilité, de visualiser et tout se fait en ligne en signature électronique. Alors, je vous ai présenté une Alors, solution. Oui. juste avant, excuse-moi Vincent, que tu parles de la solution GFI. En fait, j'ai trois questions concernant le PER. Ce serait peut-être mieux de les aborder maintenant plutôt qu'à la fin du webinaire pour qu'ils aient
leur réponse. Donc, la première question, alors c'est à la fermeture du PER, les revenus versés sur le compte sont-ils imposables? Je te donne les trois d'un coup, comme ça tu pourrais y répondre après. Deuxième question, c'est concernant les frais du PER qui n'ont pas été évoqués. Est-ce que tu pourrais donner davantage d'informations? Et la dernière question, c'est la personne dit j'ai un PERCO dont les rendements sont catastrophiques. Est-ce que il est possible de le transférer sur un PER? Voilà, je te laisse. D'accord. Je commence par, oui, à la fermeture du PER, donc à l'âge légal de la retraite, les revenus, donc la partie de capital pour laquelle vous avez bénéficié d'une réduction d'impôt, donc ou une déduction fiscale, pardon, vont être réimposables à la sortie, donc vont venir s'ajouter à votre revenu imposable. Donc c'est pour ça qu'il y a un calcul qui est fait pour éviter que vous sautiez de tranche. Les plus-values, elles, sont imposées au prélèvement forfaitaire unique de 30%. Les frais du PER, donc il y a les frais de gestion du PER de 1%, pas de frais à l'entrée, donc les sommes que vous versez 10 000 euros, ce sont 10 000 euros qui sont investis sur le plan épargne retraite. Concernant les transferts, oui, si vous n'êtes pas satisfait d'un plan épargne retraite, vous avez la possibilité de transférer les sommes sur un nouveau PER. Pour un PERCO, il s'agit d'un placement collectif, donc vous ne pouvez pas transférer le PERCO en tant que tel. Par contre, vous pouvez transférer les sommes qui sont sur le PERCO sur un plan épargne retraite individuel. Donc, c'est un peu plus technique car c'est un autre compartiment, mais vous avez cette possibilité-là et même, c'est souvent même très rentable puisque sur le PERCO, comme c'est une offre bancaire, il y a beaucoup moins de support que sur un PER assurantiel. Autre question sur les conditions de déblocage anticipé du PER. Alors évidemment, il y a la possibilité de le débloquer pour un achat de résidence principale que je ne conseille pas forcément parce que, comme je vous ai dit, au niveau de la fiscalité, les sommes que vous avez versées vont être imposables à la sortie. Et sinon, les autres conditions, c'est chômage de longue durée, invalidité, enfin plein de conditions que je pourrais vous spécifier, mais que je vous souhaite pas en tout cas. Parfait. Bon, on va continuer, Vincent, si tu le veux bien, sur les groupements forestiers. Et s'il y a d'autres questions qui surviennent lors du webinaire, on y répondra plus à la fin ou alors entre deux parties. Ok, très bien. Donc, je voulais terminer ma présentation sur une solution un peu moins connue qui va, on ne parle pas de déduction cette fois-ci, mais de réduction d'impôt, donc qui va directement venir impacter le montant final d'impôt dont vous êtes redevable. Donc là, il s'agit de groupements forestiers d'investissement. Donc, c'est investissement dans les forêts françaises afin de garantir la viabilité des activités forestières et la compétitivité de la filière bois. Donc, il y a un label Greenfin qui a été accordé par le ministère de la Transition écologique et solidaire et ça cadre véritablement dans les objectifs de développement durable. Donc, deux avantages importants de cet investissement. Le premier, c'est qu'il y a une réduction d'impôt de 18% du montant investi. Donc, 1000 euros, c'est 180 euros de réduction d'impôt. C'est hors IFI. On a un objectif de rendement pendant 10 ans de 2,5% par an. Et ensuite, on a une optimisation de la transmission. C'est-à-dire que chaque année, une personne décide d'investir 5000 euros. Au bout de 10 ans, elle a donc investi 50 000 euros sur ses groupements forestiers. Dans la succession, il va avoir 75% d'exonération sur ces 50 000 euros. Donc finalement, elle va avoir que 12 500 euros, donc 25%, qui va rentrer dans la masse successorale. Donc on trouvait que c'était un investissement un peu moins connu, c'est une niche, c'est un investissement de diversification, mais qui vous permet à la fois de répondre à deux objectifs, un objectif fiscal et un objectif de transmission de son patrimoine. Merci beaucoup, Vincent, pour ces explications. Donc là, on a abordé vraiment des solutions financières. Maintenant, Daniel Agostino va nous parler plus de solutions immobilières. Je t'en prie, Daniel, pour ta partie. Merci Antoine et bonsoir à tous. Donc, je m'appelle Daniel Agostino et je m'occupe entre autres de la défiscalisation immobilière au sein du groupe Vano.
Donc, il existe en France différents dispositifs pour agir sur son impôt à travers l'immobilier. Le choix du dispositif doit donc être fait en fonction finalement de vos objectifs personnels. Vous souhaitez réduire votre impôt sur le revenu global ou vous souhaitez réduire votre impôt sur la partie impôt foncier ou bien tout simplement vous souhaitez augmenter un patrimoine sans augmenter vos impôts. Pour chaque dispositif, j'illustrerai mes propos par un exemple concret et chiffré et je vous invite à prendre contact avec moi finalement pour étudier votre situation et vos objectifs hein, et ainsi vous apporter des propositions personnalisées. Donc, effectivement, comme le dit Antoine, nous allons commencer par le dispositif Pinel, Pinel Plus. C'est le premier dispositif en France, le plus utilisé, le plus démocratisé, le plus simple de mise en place. Il existe depuis 25 ans et il soutient la construction de l'immobilier neuf en France depuis 25 ans. Concrètement, il permet d'acquérir un logement neuf tout en bénéficiant d'une réduction d'impôt allant jusqu'à 63 000 euros sur 12 ans, en contrepartie d'une mise en location du bien à titre de résidence principale pour le locataire sur une durée de 6 ans, 9 ans ou 12 ans. La location est possible pour les membres de la famille, qu'ils soient ascendants ou descendants. Finalement, le coût actuellement, par rapport aux conditions actuelles d'un investissement de ce type, sera environ de 400 euros par mois en fonction de l'apport investi. Donc, si on prend un exemple, et je souhaite préciser qu'on est avant tout dans un achat immobilier qui doit être réfléchi, qui doit être judicieux. Donc, par exemple, j'ai pris un T2 de 47 mètres carrés à l'Haye-les-Roses pour un montant de 328 000 euros. Pourquoi là il est rose? Tout simplement parce que le potentiel de plus-value à terme est présent avec l'arrivée en juin 2024, hein, le mois prochain, de la ligne 14, de la création du nouveau centre-ville. On profite également des offres qui sont faites actuellement en ce début d'année par les promoteurs. Et par exemple, sur ce bien, nous avons 10 000 euros de remise et les frais de notaire offerts. Donc on est en Pinel Plus, on est en zone Abyss, ça veut dire que l'on va percevoir un loyer mensuel de 915 euros. Nous aurons une réduction d'impôt d'environ 5 000 euros par an sur les 9 premières années et nous irons jusqu'à 55 000 euros de réduction d'impôt sur 12 ans. Donc voilà pour cette première loi de réduction. Alors, j'ai déjà une première Ah bon? question, Daniel, sur le Pinel. Donc, la personne dit, je suis en cours d'acquisition donc sur un Pinel dont la livraison sera ultérieure à 2024. Sera-t-il possible de bénéficier de l'avantage fiscal? Alors, c'est une bonne question puisque je vous ai dit en préambule que la loi existe depuis 25 ans. Néanmoins, sa fin programmée est annoncée au 31 décembre de cette année, donc dès 31 décembre 2024, et aucune autre loi ne devrait prendre sa succession. Donc, aujourd'hui, on peut le mettre en place jusqu'à la fin d'année. Ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de finaliser une acquisition et la date de notaire, donc la date d'acte authentique, fera foi pour ce qui concerne la défiscalisation. C'est-à-dire que précédemment, cette loi Pinel s'est appelée Duflot, Sellier, jusqu'à Périssol il y a 25 ans. On va prendre l'exemple de Périssol qui est entre 96 et 99 et qui pouvait durer jusqu'à 24 ans. Aujourd'hui, en 2023, en 2024, il y a encore des personnes qui sont sous le coup de la loi Périssol. Ça veut dire qu'à partir du moment où vous actez l'acquisition d'un bien neuf correspondant à la loi Pinel Plus avant le 31 décembre, vous conserverez les avantages de la loi Pinel pendant les 12 prochaines années. Donc oui, il n'y a pas de problème, lancez-vous. Cette loi qui se terminera cette année agira sur votre impôt les 12 prochaines années.
peu importe, Merci. hein. Et je vais réajouter, puisque j'ai compris qu'une livraison était plus tardive, qu'elle soit en 2025, en 2026, à partir du moment où vous aurez acté avant le 31 décembre 2024, vous resterez et vous conserverez les avantages de la loi Pinel+. Parfait, merci pour ta réponse, Daniel. Je te passe la slide suivante sur la nue propriété. Ah non, tu préférais, excuse-moi, il y a eu un... Pourquoi J'ai pas? inversé, donc tu Ouais, préfères parler du parlons de déficit déficit foncier. foncier. Je t'en Parlons de prie. déficit foncier parce que la première loi était une loi, donc la Pinel Plus de réduction, et comme l'a dit Vincent, elle est soumise au plafonnement des niches fiscales de 10 000 € par an maximum, sauf exception. Alors que là, je vais vous parler d'une loi de déficit foncier. On est donc sur une loi de déduction et qui est hors plafonnement des niches fiscales. C'est sans doute le dispositif de défiscalisation le plus puissant en France. Il agit principalement donc sur l'impôt foncier, sans aucune limitation, comme je viens de vous dire. Il vous permettra de gommer l'intégralité de vos revenus fonciers au travers finalement de l'achat d'un bien avec travaux. Et effectivement, les travaux seront déductibles en totalité et vous allez générer une économie d'impôt qui sera en fonction de votre tranche marginale d'imposition. Si vous êtes à la marge imposée à 30, à 41 ou à 45%. Comme ce dispositif agit sur les revenus fonciers, et que les revenus fonciers sont les revenus les plus taxés en France, puisque on a vu, ils sont taxés à hauteur de votre tranche marginale d'imposition, auquel on va rajouter 17,2% de CSG prélèvements sociaux. Vous allez donc pouvoir récupérer jusqu'à 62,2% des travaux en impôts. Donc, si on le traduit au travers d'un exemple. Alors, j'ai choisi un duplex, un beau duplex T4 avec jardin, deux parkings, cave complètement rénové qui se trouve au PEC, donc à côté du Vésinet. Nous allons acquérir le foncier à hauteur de 175 000 € et nous allons réaliser 516 000 € de travaux, soit un prix total de 720 000 €. On prend le cas d'un contribuable ayant 50 000 € de résultats fonciers par an. Donc, on va pouvoir venir éliminer toute l'imposition foncière la première année, les 50 000 €, générer moins 10 700 donc de déficit reportable sur les revenus globaux, comme le disait Vincent en préambule, et le reste des travaux donc, les 516 000 € moins 60 000, donc pardon, les 450 000 restants s'imputeront sur les 9 années suivantes. Donc, on aura un gain sur la totalité de la période qui sera de 516 000 fois votre tranche 41% plus 17,2 de CSG. Donc, on va réaliser une économie d'impôt réelle pendant la période de 300 000 €. Autrement dit, cette loi vous permettra d'acquérir un bien d'un montant de 720 000 € pour un prix de 420 000 € après réduction d'impôt. Donc, c'est vraiment la loi la plus puissante que nous ayons entre les mains en France. Donc j'ai une question, Daniel, donc sur le Oui. déficit foncier. Donc la question, est-ce que le déficit foncier ne marche que pour la location nue? Alors, le déficit foncier, c'est effectivement une location nue. Pourquoi? Parce qu'une loi en France dit que pour appliquer une déduction, donc pour appliquer un déficit foncier, il faut, la seule obligation est de louer dans les 3 années suivantes. Donc, et de louer nu, effectivement, pour cette loi-là de déficit foncier. Donc, on pourrait dire que la loi peut être faite sur 3 ans, si et à condition que l'on puisse intégrer la déduction liée aux travaux en une seule fois sur ses revenus, parce qu'on aurait énormément de revenus fonciers. Si ce n'est pas le cas, le déficit, ce qu'on appelle le déficit reportable, pourra être reporté sur un bénéfice les 10 années suivantes. Et donc, dans ce cas-là, si on applique un déficit pendant 10 ans, il faudra louer 3 années après le dernier déficit foncier et une location effectivement nue.
Alors, j'ai plusieurs questions qui concernent, pardon, encore le déficit foncier. Oui, Alors, la personne, parce que là, ça va être un peu plus long d'y répondre. Donc, la exact. personne qui a posé cette question, étant donné que ça a été posté en anonyme, je veux bien vos coordonnées, comme ça, on se permettra de vous rappeler pour vous, ou de vous envoyer un mail concernant ces informations. Donc, je te laisse, Daniel, continuer sur la nue propriété. Je t'en prie. D'accord. Et donc, la troisième solution que je voulais vous apporter n'est pas réellement une défiscalisation puisqu'elle n'agit pas sur l'impôt que vous payez, qu'il soit sur le revenu global ou sur le revenu foncier, mais il va vous permettre de d'augmenter un patrimoine euh, sans fiscalité. Et ça au travers de la nue propriété. Alors, comment ça fonctionne? Un bien est en pleine propriété. Le démembrement, c'est diviser cette pleine propriété entre une nue propriété, c'est-à-dire la propriété des murs, et l'usufruit, qui peut être constitué soit de loyer perçu, soit tout simplement d'une jouissance. Alors, pourquoi utiliser cette loi? Si votre objectif, c'est de vous créer un patrimoine immobilier, mais que vous ne nécessitez pas de revenus complémentaires liés à la location au quotidien. Alors, dans ce cas-là, utilisez le démembrement. Vous allez acheter un bien décoté et vous cédez la jouissance à un tiers pendant une durée à définir. Plus cette durée est longue, plus la décote au départ est importante. À la fin de cette durée de démembrement, vous allez récupérer la pleine propriété. Ainsi, vous aurez donc valorisé votre patrimoine sans avoir jamais payé ni d'impôt foncier, ni d'impôt sur la plus-value immobilière. C'est-à-dire que, pour être plus concret, si on prend un exemple, donc j'ai noté de l'immobilier ancien, ici les Moulineaux, encore une fois, ça reste de l'immobilier, donc faisons très attention à l'emplacement. On est devant le parc de l'île Saint-Germain, on est à 10 minutes de Marcel Samba à Boulogne, on a 5 minutes du tram. La valeur de la nue propriété, donc du démembrement, est de 68% sur 17 mois. Donc, pour un bien qui a une valeur en pleine propriété de 676 000 euros, nous allons l'acquérir à hauteur de 459 700 euros. Ainsi, nous allons laisser la jouissance à un tiers pendant 17 ans et au bout de 17 ans, nous récupérons notre bien en pleine propriété. Donc, nous avons les murs et la jouissance, nous pouvons y habiter, nous pouvons le mettre à la location et surtout, nous avons reconstitué un patrimoine d'un montant aujourd'hui de 676 000 euros. Peut-être que dans 17 ans, il aura une valeur de 750, de 850, peu importe. Et ça, cette reconstitution de parts, c'est faite sans aucune fiscalité sur les revenus fonciers et cette différence de valeur de patrimoine n'entre pas dans le calcul de l'impôt sur la plus-value immobilière. Merci Daniel. Alors, on a une très bonne question, parce que souvent les clients font la confusion. En même temps, c'est pas simple. La question, c'est est-ce que l'on peut définir la date de fin du démembrement en dehors d'un décès? Parce que là, Ah oui, la alors personne là, il fait y a référence peut-être une au confusion. démembrement viager. Ouais, il y a une confusion entre un démembrement simple, celui dont je parle, et le viager, voire un démembrement viager. Non, là, on est effectivement sur un démembrement simple, et donc on va parler de clé de répartition, c'est-à-dire d'un pourcentage calculé entre la pleine propriété, et donc un pourcentage entre la nue propriété et l'usufruit correspondant. Et cette clé de répartition, elle va être en fonction de la durée que l'on va céder l'usufruit à un tiers. Communément, et c'est ce que j'ai indiqué, ça peut être 5 ans, 10 ans, 15 ans ou 20 ans. On peut faire des durées intermédiaires, mais c'est une grille qui va nous dire exactement en fonction de cette durée quelle va être la répartition. Donc, par exemple, ici, sur 17 ans, la nue propriété vaut 68 hein, et l'usufruit vaut 32.
Donc finalement, 32 par rapport à 68, ça veut dire que en fin d'opération, on va générer une plus-value patrimoniale de 50% de ce que l'on a acheté pour passer de 68 à 100%, sans aucun impôt foncier, sans aucune plus-value immobilière. Et donc ne pas confondre avec le viager qui fonctionne différemment. Mais c'est un point qu'on n'a pas abordé aujourd'hui. Vous pouvez néanmoins nous contacter à ce sujet-là. On s'en occupe au sein du groupe et on saura vous le présenter en fonction de vos objectifs personnels. Parfait, merci Daniel. Je vais commencer par une très succincte conclusion pour évoquer en fait ce qui a été dit avant de passer à d'autres questions. Donc, si vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas, c'est maintenant. Donc, concernant ce qui a été évoqué aujourd'hui, on a surtout parlé de solutions financières et immobilières. Alors, sur le financier, donc moi, forcément, c'est mon domaine, donc je vais pouvoir être un peu plus impactant. Là, en fait, il y a des solutions qui ont été données, mais on a fait un choix sur les solutions. Il y en a bien évidemment d'autres qui sont tout aussi pertinentes. D'ailleurs, à plus court terme, par exemple, par rapport au plan épargne retraite ou au GFI, vraiment à plus court terme, on aurait des solutions à vous présenter. Mais bon, lors d'un webinaire, c'est compliqué de satisfaire toutes les situations patrimoniales. Donc, on a essayé de généraliser les solutions présentées. Donc, sur les solutions immobilières, si jamais il y a des questions qui subsistent, n'hésitez surtout pas de nous contacter ou de contacter Daniel. Mais l'idée, en fait, c'est vraiment qu'on ait un accompagnement au-delà de répondre à vos questions. Si vous le souhaitez, on peut faire un point lors duquel, on recueille toutes vos informations. Et l'idée sera vraiment de vous préconiser et au moins de vous orienter sur les solutions les plus adéquates. Donc, ce que je vous propose, c'est de répondre aux dernières questions avant de terminer. Alors là, Daniel, ça va te concerner directement. D'ailleurs, je pense que ça fait référence à la nue propriété. Alors, est-ce qu'il y a des risques en cas de dégradation d'immeubles et assiste-t-on aux assemblées générales? Alors, plusieurs choses à dire. Euh, et je vais malheureusement dire que ça va dépendre du démembrement et du contrat qui aura été fait au départ, hein. Ça veut dire que certains démembrements, faits souvent par des institutionnels, ont pris en compte les dégradations éventuelles des biens causés par de la location ou par une prise en état du bien. Et dans la majorité des cas de ce que l'on préconise, le bien cédé à l'origine, l'usufruit cédé, doit être rendu dans les mêmes conditions et dans le même état qu'il a été cédé au départ. Donc oui, la première chose, c'est euh, le l'utilisateur, qu'il soit institutionnel ou particulier, au même titre qu'une location classique, doit remettre le bien en état. La deuxième chose, c'est les assemblées générales de copropriété. Oui, bien entendu, vous pouvez participer, et même je vous le conseille, aux assemblées générales de copropriété, puisqu'elles concernent les propriétaires et notamment les propriétaires des murs. Donc vous êtes exactement au bon endroit pour vous occuper de votre bien, parce que peu importe s'il est mis en location, et là je parle dans une règle générale, que vous y habitiez, que vous le mettez à location, que vous le donniez en démembrement, vous êtes toujours propriétaire des murs et donc responsable des murs et donc partie prenante des travaux et de l'entretien qui pourrait être fait sur les parties communes et le bâti de l'immeuble. Parfait, merci Daniel. Alors, on a une autre question, donc ça fait référence euh, à la clé de répartition pour le démembrement. Donc, la Oui. question, c'est est-ce que c'est indépendant? Je peux y répondre directement, hein. Est-ce que c'est indépendant de l'âge de l'usufruitier ou du nouveau propriétaire? Tout à fait. En fait, comme Daniel l'évoquait, c'est en fonction de cette clé de répartition. Et la clé de répartition, elle est fixe, quel que soit l'âge de l'investisseur. Ouais, c'est exactement ça. Et effectivement, encore une fois, séparons l'idée du démembrement à l'idée du viager. Il y a des opérations qui cumulent les deux. Mais pour le moment, on est sur du démembrement, donc il n'y a pas de question d'âge, ni pour l'acquéreur de la nue propriété, ni, on va dire, pour celui qui l'utilisera.
peu importe. Il n'y a pas de question d'âge, c'est un contrat qui est fait sur une clé de répartition définie en fonction de la durée de location derrière. Parfait, merci beaucoup Daniel. Vincent, je vais avoir plusieurs questions pour toi qui concernent cette fois-ci le PER, donc le plan épargne retraite. Donc la dernière question. Alors, permettez-moi juste un instant, il faut que je remonte un petit peu. Alors, si la personne décède, donc détentrice d'un PER, est-ce que les héritiers peuvent récupérer l'argent du PER? Alors, la réponse est oui. Les modalités de récupération vont dépendre de l'âge du souscripteur au moment du décès, c'est-à-dire que la la réponse est assez complexe, mais globalement, ça va suivre les mêmes règles qu'un contrat d'assurance vie, sauf que pour l'assurance vie, ce sont les dates de versement qui priment, et pour le PER, c'est l'âge du souscripteur qui va primer. Mais globalement, oui, l'héritier va pouvoir récupérer les capitaux, puisque lorsque vous souscrivez un PER, vous indiquez une clause bénéficiaire au sein de ce plan épargne retraite assurantiel. Merci. On a une autre question qui est très intéressante. Si on est déjà à la retraite, est-ce que le PER est possible et intéressant? Alors oui, on peut souscrire un PER à la retraite. C'est intéressant dans le cadre de l'optimisation de la succession, c'est-à-dire qu'on peut souscrire un PER à la retraite. Le plafond va être équivalent à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale, donc de 4 600 et quelques euros. Et on verse chaque année, donc vous bénéficiez de la déduction fiscale et vous décidez d'utiliser ce PER pour protéger, par exemple, le conjoint survivant. Donc, vous nommez, par exemple, votre épouse en tant que bénéficiaire et le jour de votre décès, le bénéficiaire va hériter des sommes et l'avantage fiscal, finalement, sera gagné et sera jamais repris par l'administration fiscale. Merci. Toujours sur le plan épargne retraite. Euh, une personne pose la question, si je prends ma retraite de manière anticipée, donc par exemple à 61 ans, euh, le déblocage du PER est fixé à l'âge légal de départ à la retraite, soit 62 ans. Donc ça, c'est la première question. Et la seconde qui suit de la même personne. Et puis-je débloquer le PER sur 2 ou 3 ans, donc de manière, pas Oui, en une alors fois, si tu veux. le déblocage du PER est possible à partir du départ à la retraite. Donc, si jamais nous, on doit transmettre l'ensemble des documents justificatifs de la retraite à l'assureur, et donc vous pouvez récupérer les fonds. Alors oui, le déblocage du PER peut se faire à la fois sous forme de rente ou sous forme de capital. Nous, on préconise plutôt la sortie sous forme de capital, et justement, on le préconise sur plusieurs années, justement pour éviter que vous soyez trop imposé et que vous perdiez l'ensemble de l'avantage fiscal que vous avez eu à l'entrée. Donc oui, à la question puis-je débloquer le PR sur 2 ou 3 ans, nous vous le recommandons même de le débloquer, oui, sur plusieurs années. Merci beaucoup, Vincent. Alors, on a d'autres questions, mais qui sont un peu plus précises. Ce que moi je vous propose, c'est qu'on revienne vers vous directement. Donc, on se permettra de vous recontacter pour les questions, en tout cas, qui n'ont pas eu de réponse aujourd'hui. En tout cas, donc pour la fin de ce webinaire, je tenais à vous remercier. Merci de nous suivre. Vous êtes vraiment de plus en plus à chaque fois, donc c'est vraiment, enfin, en tout cas, nous, ça nous fait qu'on va vous présenter davantage de contenu de plus en plus et qu'on est de plus en plus motivé pour faire ça. Donc, je tenais à vous remercier là-dessus. En tout cas, vous avez nos coordonnées. Si jamais vous avez une question plus précise ou alors si vous tenez à nous donner plus d'informations ou plus de contenu sur votre situation patrimoniale et fiscale, on sera ravis d'y répondre. Donc, n'hésitez surtout pas à nous contacter directement. Donc, soit par téléphone, donc je vous le redonne 01 45 03 80 95 et par mail, donc comme c'est indiqué, service-du-6 client, tout au singulier, @vanogp.fr. En tout cas, je vous souhaite à tous une excellente soirée et n'hésitez pas à nous contacter. À très bientôt, au revoir. Merci à tous, bonne soirée. Merci beaucoup. Au revoir.